Et il n'y a pas que les tout petits qui donnent de la voix. Les plus âgés aussi s'y mettent car ici au quartier Jesco, dans la commune de Yopougon, l'eau a été des années durant une denrée rare. L'eau de Jesco, il n'y en a pas, bidon là, 75, 50 francs, 100 francs, barrique 1000 francs. Le jour qu'il pleut, 700, 600, donc il n'y a pas l'eau dans Jesco là. De l'eau potable, il y en a désormais à la Jesco. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, vient de lancer le projet de branchements sociaux. Il faudra débourser juste 10 000 francs au lieu de 167 000 francs CFA, coût d'un branchement normal, pour être connecté au réseau. Je crois qu'ici, on a parlé d'environ 2000 branchements, mais il faut bien voir que c'est une première étape, puisque le projet, c'est un projet de 30 000 branchements sur les principaux quartiers de la ville d'Abidjan. Au-delà de ça, il y a un programme même à partir de 2016 où le gouvernement lui-même viendra financer également ces appuis dans le cadre d'une stratégie qui est chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis le début de ce mandat, c'est que la question du quotidien, du pouvoir d'achat et de la vie au quotidien des populations les plus démunies doit être la stratégie qui retient l'attention des ministères dans les différents secteurs concernés. Sont concernées les personnes disposant d'une maison de 2 pièces maximum, les propriétaires ou locataires reconnus et les personnes qui n'utilisent pas l'eau à des fins commerciales. Financé par la France et la République de Corée à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, l'opération va s'étendre, en plus de Yopougon, aux communes de Koumassi et d'Abobo. Cette réunion est la 4e du genre entre la directrice du Programme national de cohésion sociale, PNCS, et les associations des victimes. Marie Toukoné fait le point du processus. Elle annonce que 1000 ayants droit de victimes ont reçu la somme d'1 million de francs CFA en guise de compensation. Des gens qui ont perdu la vie, et donc ce sont des victimes. Donc leurs ayants droit ont reçu symboliquement un chèque de 1 million de francs CFA pour le Yako de la nation. Ça, c'est ce qui concerne les personnes décédées. Maintenant, il y a également les personnes qui sont blessées. Pour l'instant, 82 blessés ont reçu des soins. Les personnes qui ont subi des traumatismes physiques et psychologiques seront prises en charge jusqu'à leur guérison totale, souligne la directrice du PNCS. Autre bonne nouvelle, l'opération de réparation va s'étendre dans le Grand Ouest du pays, une zone qui a payé un lourd tribut à la crise de 2010. Nous allons à l'intérieur du pays et du 3 au 7, nous serons dans la région de l'Ouest, dans la grande région de l'Ouest, c'est-à-dire Blou-le-Quin, Djokwe, Taï, Tout-le-Pleu, pour que les personnes qui sont à ces endroits-là reçoivent également réparation. Toutes ces informations ont été données ce lundi aux représentants des associations des victimes pour les rassurer de l'effectivité de la réparation des torts. Nous sommes entièrement satisfaits de la mise en œuvre de ce processus qui est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous allons profiter de cette rencontre pour dire au Programme national de cohésion sociale merci et charger ces structures d'aller dire au Président de la République merci. Merci pour les actions menées en faveur du respect des droits fondamentaux des victimes. Toutes les victimes seront prises en charge. Pour le PNCS, ces rencontres qui visent à faire le point du processus obéissent à une démarche de transparence. Un groupe de renommée internationale va investir pour la première fois dans l'hôtellerie. La signature de convention tripartite entre le secteur privé et le secteur public vise à construire un hôtel haut de gamme dans la commune du Plateau. Dans 30 mois, ce projet sera l'une des plus belles adresses d'Abidjan. Le tourisme aujourd'hui est considéré comme l'un des facteurs importants de développement d'un pays en termes de création de richesses et d'emplois. L'exemple du Maroc et de la Turquie sont à cet égard remarquables. En Côte d'Ivoire, nous disposons dans toutes les régions d'un potentiel touristique important qu'il nous faut exploiter rationnellement dans l'intérêt de nos populations et surtout des femmes et des jeunes en quête d'emploi. C'est pourquoi il me plaît de rendre hommage aux promoteurs du Movenpick Hôtel Abidjan Plateau qui, en professionnels et investisseurs avisés, n'ont pas hésité à choisir la Côte d'Ivoire. Les partenaires associés au projet ont pour ambition d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement afin d'apporter une valeur ajoutée au potentiel touristique.
C'est un projet capital, il est remarquablement accessible. Je crois que ce sera probablement l'un des hôtels les mieux situés d'Abidjan. Et surtout, il va correspondre à une attente contemporaine de l'hôtellerie moderne en termes de technologie, en termes d'avancée effectivement architecturale. La construction de l'hôtel va générer entre 200 et 300 emplois à son ouverture d'ici la fin de l'année 2018. Les dessins d'enfants ornent les murs de leur nouvelle maison et le visage de Mariam s'illumine d'un doux sourire. Il y a un an, avec son mari Mohamed et ses 2 enfants, ils arrivent en France, premiers réfugiés syriens que l'Hexagone s'était engagé à accueillir en 2014. Et c'est ici, à Jumillac-le-Grand, petit village de Dordogne, qu'ils ont trouvé refuge. On est arrivé ici, j'ai eu un peu les difficultés pour contacter avec les gens, mais petit à petit, j'ai développé la langue française. Ils ont facilité scolariser nos enfants. Elle, qui ne parlait pas le français, arrive aujourd'hui à tenir une conversation. Si elle se sent en sécurité maintenant, elle préfère rester anonyme pour protéger les siens, restés en Syrie. C'est le maire de l'époque qui s'est porté candidat pour que sa commune accueille des réfugiés. Jumillac disposait de logements HLM vacants depuis longtemps et surtout l'arrivée de nouvelles familles pouvait faire revivre le village. L'avantage, c'est que nous sommes, nous, dans une petite campagne et ça évite d'avoir des ghettos. C'est-à-dire que les familles s'intègrent plus facilement. On tenait à ce qu'il y ait des réfugiés, déjà par un souci humanitaire évidemment, mais aussi en sachant qu'il y avait des enfants, ça allait repeupler l'école, donc ça évitait de perdre une classe. Les enfants, 5 et 7 ans, se sont vite adaptés à leur nouvelle vie. Tous 2 parlent très bien français et corrigent même leurs parents. Pour Mohamed, le bien-être de ses enfants, c'est sa raison de vivre. Depuis son arrivée, il enchaîne les petits boulots, pas question de dépendre des aides de l'État. Il vient de recevoir sa première feuille de paye en tant que salarié dans un abattoir. Une fierté. Je cherche vraiment un travail ici. Pour moi, le travail est vraiment important parce que je veux recommencer ma vie à zéro. J'ai quitté la Syrie, ma maison a été détruite et ma famille errait dans les rues. En voyant les images des réfugiés arrivant en masse en Europe ces dernières semaines, ils sont conscients de la chance qu'ils ont eue. Mais ils ne peuvent retenir leurs larmes quand ils pensent à leur pays. Quand on est déraciné, on a toujours la nostalgie de son pays. La Syrie était très belle. Et maintenant, la situation là-bas est complètement chaotique. On ne peut pas y retourner. Tout est détruit. Il ne reste rien. Les habitants, dans leur grande majorité, les ont accueillis en leur offrant des jouets pour les enfants ou des meubles pour se loger. Preuve de son intégration, Mohamed fait même partie de l'équipe de foot locale. Seul stade à avoir accueilli 2 fois les Jeux Olympiques, le Coliseum de Los Angeles est un monument du sport mondial. C'est ici notamment que Carl Lewis a gagné 4 médailles d'or lors des JO de 1984. Il y a tellement d'histoires ici, c'est pour cela que nous l'appelons le plus grand stade du monde. Adolescente, en 1984, Maria garde un souvenir ému de la cérémonie d'ouverture. J'étais complètement absorbée, je me rappelle la regarder à la télévision. J'aurais vraiment aimé être là en personne. Elle pourra se rattraper en 2024 si Los Angeles organise les 33e Jeux Olympiques. Le Coliseum aura alors 101 ans. Il y avait un plan de rénovation indépendant de la candidature, mais il faudrait en faire plus, comme enlever les tribunes pour réinstaller une piste d'athlétisme si les épreuves ont lieu ici. En plus du Coliseum, Los Angeles dispose déjà de nombreuses infrastructures sportives, d'où la confiance du maire Eric Garcetti dans son dossier. Los Angeles est prête pour les Jeux. Les Jeux font partie de notre ADN. Cette annonce a eu lieu en présence de membres de NBC. La chaîne américaine paie près de 8 milliards de dollars au Comité international olympique pour la diffusion des Jeux, mais ce contrat pourrait en fait jouer contre la candidature de Los Angeles. Le CIO a fait tout ce qu'il pouvait pour garder ses distances avec les États-Unis et NBC. Il ne veut pas être perçu dans le reste du monde comme étant la solde de NBC, en choisissant la ville que NBC préfère, par exemple. Zev Yarolavski était conseiller municipal en 1984. Les Jeux avaient été bénéficiaires cette année-là. Pour arriver au même résultat en 2024, il ne veut pas que sa ville cède à tous les désirs du CIO.
Ils ne devraient pas obliger le contribuable à payer les éventuels dépassements de budget. D'autres structures peuvent porter ce fardeau, que ce soit l'État ou des consortiums privés. Une injection d'argent privé qui est d'ores et déjà prévue pour financer par exemple le village olympique à hauteur d'1 milliard de dollars.